sera un témoin, mais après tout, un témoin n'est pas forcément fiable. Donc je ne rendrai pas forcément un compte absolument exact de la journée. Il n'est pas impossible que le témoin soit influencé par ce qu'il avait dans la tête avant, dans son histoire et dans ses préoccupations usuelles. Mais après tout, c'est une sorte de témoin. Alors, il me semble... Alors, d'abord, c'était très intéressant de voir comment s'entremêlaient en permanence des préoccupations très techniques, professionnelles et économiques de professionnels, parce que vous devez être à peu près au moins la moitié directement impliqué dans ce que vous appelez les filières, producteurs, transformateurs, agriculteurs, etc. Et donc cet entremêlement permanent, m'a-t-il semblé, entre les questions techniques, et d'ailleurs je ne connaissais pas tous les mots, d'ailleurs, contractualisation, il faudra que je demande une pédagogie, je vois ce que c'est, mais je ne suis pas tout à fait sûr, et puis des questions plus globales, plus intellectuelles, ou en termes de valeur, et qui revenaient quasiment tout le temps. Enfin, les visites hier étaient assez techniques, mais très intéressantes, et ça je trouve... que cette démarche, un colloque de journée précédé par des visites est vraiment une très bonne idée. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et moi j'étais même frustré parce qu'à chaque fois celle que j'ai suivie, c'était le circuit Bio-Vallée, justement, c'était trop court, c'est-à-dire qu'on passait trop peu de temps, mais voilà, cette démarche était intéressante. Et donc, et surtout aujourd'hui, un entremêlement entre questions très techniques, le prix, le coût de production, la filière, circuit court, taille moyenne, grande exploitation, enfin, voilà, qui ouvrait plein de tiroirs et qui pour quelqu'un d'extérieur était intéressant, et on voyait tous les niveaux de conflit, ou pas forcément de conflit, mais de discussion, et puis des problèmes plus globaux qui en fait étaient là en permanence, qui étaient notamment là ce matin. Alors moi je n'ai pas suivi l'atelier prix, j'ai suivi l'autre qui était développement du territoire, voilà celui-là. Et puis là la controverse, et ça m'a rassuré parce que ça m'a un peu ouvert la voie au fil que j'avais prévu de faire. Je me disais mais c'est peut-être un petit peu trop, puis non, à la fin vous êtes exprimé en totale liberté. Alors quelqu'un m'a demandé hier, en fait, mais vous connaissez quelque chose à l'agriculture au paysan? Je me suis dit, en fait, oui, pourquoi je suis là? Je ne savais plus très bien. Et je ne suis pas du tout paysan, enfin, j'ai beaucoup bossé sur les OGM, notamment d'un point de vue de journaliste écologique. Et puis, les OGM, c'est la question agricole. J'ai rencontré, discuté beaucoup de paysans, de reportages. C'est un peu par ce fil que je suis arrivé à ça. Alors, ce qui me semble... c'est un thème récurrent qui est revenu, qui était consensus. Est-ce qu'il faut être consensus? Sous-entendu, l'approche consensuelle, c'est qu'on suppose qu'il peut y avoir un fort dissensus. Un fort dissensus, ça s'appelle le conflit. Et en fait, alors pour préciser les choses aussi, je veux dire, par exemple, dernièrement, on a évoqué le président de la FNSEA, qui s'appelle Xavier Belin, sauf erreur, et qui est aussi le PDG de Sophie Protéol. Donc voilà. Vous savez, les agrocarburants, voilà. Et dernièrement, j'ai fait une chronique sur l'oligarchie agricole. Et ça a eu beaucoup d'intérêt. Tout ça pour vous dire que il y a des conflits, il y a des oppositions, et à vrai dire, l'histoire de l'agriculture biologique, pour ce que j'en connais, est basée sur le refus d'une situation préexistante et d'un modèle agricole quand même très particulier. C'était évidemment visible sur les OGM, et vous vous rappelez sans doute que l'histoire des OGM, un moment marquant aux États-Unis aux années 90, quand le problème n'était absolument pas bien posé, même pas perçu par les écologistes eux-mêmes, c'est la Fédération des États-Unis de l'agriculture biologique qui a dit, après beaucoup de réflexions, parce que c'était pas évident à l'époque, maintenant ça nous paraît évident, mais il y a 15 ans c'était... oui, les OGM, ça va être moins de pesticides, donc est-ce que c'est bon? En fait, après moult réflexions, la Fédération états-unienne de l'agriculture biologique avait dit non, on refuse les OGM, ça n'est pas correspond pas à notre philosophie, etc. Et c'était un moment marquant qui a permis de justement montrer qu'il y avait une dimension qui n'est pas consensuelle, qui est très clairement, et on l'a encore vu avec l'étude de M. Serralini et son équipe qui a été évoquée tout à l'heure à très juste titre. Oui, il y a quand même un conflit
à partir de l'observation des faits, c'est-à-dire de ce à quoi a conduit le modèle agricole, que ici on a appelé toute la journée conventionnelle, qui avait sa logique au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui au bout de 30 ans se révèle maintenant porteur de nombreux maux, et les agriculteurs biologiques, ou l'agriculture biologique, s'est développée en opposition avec ça. Alors en revanche, ce qui sortait, m'a paru un mot, et quelqu'un l'a dit dans le dernier, là, la controverse, et ça éclaircit beaucoup, c'est ça que je n'avais pas compris, peut-être quelqu'un dans la salle, c'est qu'en fait il s'agit d'être dans un consensus avec les agriculteurs ou les paysans qui à l'heure actuelle sont dans le modèle conventionnel. Et là je crois que c'est une idée tout à fait juste, et d'une certaine manière il faut distinguer les niveaux de... Moi, je dis conflit parce qu'après tout, il faut pas, c'est pas mal un conflit, ça permet de poser les choses. Et puis, par exemple, j'ai cru comprendre qu'entre la Fédération de la distribution et la FNAB, ils se parlaient avec amitié, comme des joueurs d'échecs, voire d'escrime, voire de boxe qui s'entraînent régulièrement, mais il y avait une divergence de point de vue. Donc, quelque chose, le consensus, ou l'accord, ou la discussion, ou la relation avec les agriculteurs à l'heure actuelle conventionnels, qui d'ailleurs, et vous le savez mieux que moi, sont souvent enfermés dans le système, et c'est très difficile d'en sortir. Et en revanche, peut-être un conflit avec des systèmes économiques, politiques et de valeurs, de conception du monde. Et là, je crois que c'est quelque chose qu'on peut assumer. Je n'ose pas dire que vous pouvez assumer, parce que finalement, je n'ai absolument aucun titre à vous faire aucune recommandation de quoi que ce soit, mais qu'il serait compréhensible que vous assumiez pleinement. Et donc, on a bien ce niveau, parce qu'effectivement, après tout, les agriculteurs productivistes d'aujourd'hui sont les agriculteurs biologiques de demain, puisque finalement, moi, je fais partie de ceux, sans suffisamment connaître la question agricole, qui pensent que l'agriculture biologique, ce qu'on appelle aujourd'hui l'agriculture biologique, a vocation à être le système agricole dans les prochaines décennies, par rapport à la question d'écologie, qui est absolument cruciale. Alors ça renvoie, en fait, à l'idée qu'il y a... Alors, j'avais marqué projet de société, mais c'est un mot vraiment, en fait, moi, que j'aime pas, parce que peut-être qu'il a été trop utilisé, généralement par des gens qui disent on a un projet de société, puis quand vous les voyez arriver au gouvernement, ils font exactement comme les autres, comme ceux d'avant. Donc c'est pas... Mais voilà, et je n'ose pas non plus, quelqu'un a parlé d'utopie ou d'idéal, mais c'est un petit peu ça qu'on a envie de dire. Et je crois que, j'ai compris que tous ici, on était réunis quand même par cette idée, et on a redit aussi le mot planète à la fin, vous avez tout à fait raison, par l'idée qu'il y a une crise écologique qui est telle que... l'agriculture, l'activité alimentaire, l'activité absolument essentielle aux sociétés humaines qui est la production d'aliments, est une clé, c'est pas la seule, mais c'est une clé fondamentale de ça. Et à partir de là, on peut découler quelque chose qui est un projet de société, une utopie, un idéal, je ne sais pas, mais quelque chose de fondamentalement différent avec ce qui est aujourd'hui. Et d'ailleurs, beaucoup de ce que j'avais écrit et s'est retrouvé était donc... mais j'adhère tout à fait à ce qui a été dit. La comparaison avec le mouvement coopératif est très intéressante. Mais je ne pensais pas au mouvement coopératif agricole, à vrai dire, mais au mouvement des SCOP, les sociétés coopératives de production, qui sont dans l'économie sociale et solidaire, et qui en fait, j'ai eu l'occasion de participer avec eux un jour à un genre de réunion technique de gamberge. Et c'était exactement la même chose. C'était la problématique, bon, le concret, la technique, etc. Et puis, le souffle, ce qu'on veut faire. Et la difficulté, c'est pour ça que cet entremêlement, il est obligatoire, c'est que vous êtes obligé d'être dans une pratique concrète avec le système qui est beaucoup plus fort que vous, et dont un certain nombre de leviers de pouvoir ont très bien été identifiés dans la dernière table ronde, et en même temps, en se disant toujours... mais il faut faire éclater le système. Sauf que si on se dit qu'on va le faire éclater, bah, on est cassé, parce qu'il est très fort. Et si on rentre dans le consensus, l'accord, la relation, ce qui est aussi nécessaire, voilà, c'est toujours le problème du compromis et du changement. Alors, ceci dit, il y a un point et qui est revenu, donc je regrette aussi presque d'avoir pas assisté à l'atelier sur le prix, mais il a été bien résumé pour ceux qui n'y étaient présents, c'est une question absolument centrale. Et pas seulement
Et là aussi, il faut l'élargir. C'est-à-dire aussi, c'est une peut-être chose que j'avais envie de vous dire, c'est que ce qui se dit là ne concerne pas seulement l'agriculture bio, c'est très largement des thématiques qu'on va retrouver dans tout à fait d'autres domaines. Par exemple, j'ai cité les sociétés coopératives de production, mais je vais vous en donner un autre exemple. C'est que, je le formule peut-être mal, mais le prix, il y a des externalités. Alors on appelle ça le social, la norme, la consommation d'eau, voilà. Et en fait, ça, c'est pas votre problème à vous. Ou j'allais dire que ce n'est pas votre problème à vous seulement. C'est le problème de l'ensemble de la société. C'est qu'on est systémique, et même pas, on pourrait prendre tous les exemples de prix, quels qu'ils soient, mais même ce qui inspire, qui est le guide absolu de tous les économistes, responsables politiques, journalistes, patrons de boîtes, etc., à savoir le PIB, le produit intérieur brut, c'est exactement ça. C'est une sorte de prix global qui évacue absolument la question des externalités, c'est-à-dire l'effet qu'a l'activité humaine sur l'environnement, sur l'équilibre social, et qui n'est pas pris en compte dans l'affichage du prix, dans l'élaboration du prix. Et donc là, il y a quelque chose qui est absolument central, et je crois que c'est absolument pas un problème technique, c'est très clairement un problème, la politique au bon sens du mot, et c'est sans doute, ou peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être, un levier par lequel on peut articuler la discussion qui est technique et dans laquelle on pourrait vous enfermer, et enfermer d'autres catégories, ou d'autres, pas catégories, mais d'autres activités, sur la discussion sur le prix, en disant mais non, c'est derrière, c'est la question sociale. Parce que la pollution par les pesticides qui va conduire à des cancers ou des maladies ou des choses, la destruction de l'environnement qui va conduire à tel et tel négatif sur la société, c'est finalement la société qui va le repayer d'une manière ou d'une autre, et donc pourquoi ne pas l'intégrer directement. Et là, c'est une grande bataille, et on a employé le mot de libéral. Moi, je mets capitalisme à la place de libéral, bien sûr, et c'est de ça dont il est question, c'est ceux qui disent, et est-ce que c'est tout, c'est l'offre et la demande, comme si l'offre et la demande tombaient du ciel, c'est la main invisible, il n'y a que l'offre et la demande. Ah non, l'offre et la demande, c'est en soi totalement, socialement construit. C'est un choix politique, qui sont des choix difficiles à lire, qui sont des choix sur le long terme, mais des choix structurants, et il faut les poser comme tels, les assurer comme tels. Donc je ne sais pas, par exemple, je discutais récemment avec Dominique Méda, qui est une économiste que certains d'entre vous connaissent certainement, et à qui je lui posais la question pour un article que je prépare, pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ça ne change pas alors qu'on sait que tout se casse la figure, tout va mal, et qu'il faudrait changer les choses, et pourtant, même quand on vote en mai 2012, c'est vrai qu'on avait plus beaucoup d'illusions, mais enfin ça ne change pas beaucoup, pour prendre un exemple parmi 10 000. Et Dominique Méda disait la question centrale, pour moi, c'est le PIB. Si on arrive à changer le PIB, la concept de croissance, et donc comment l'économie, comment on considère que l'économie se forme et se vit, la bataille centrale est là. Et je ne sais pas si c'est la seule bataille, mais c'est certainement une bataille absolument essentielle. Et votre discussion, vos réflexions sur le prix, est en quelque sorte l'expression et la plus claire que j'ai entendue jusqu'à présent au niveau macroéconomique du niveau macroéconomique. Donc ça, et je crois que vous trouverez une articulation forte avec la société civile, avec les associations de consommateurs, avec les associations d'écologistes, et puis pourquoi pas avec les associations de médecins. Il y a maintenant, outre le réseau Environnement et Santé qui fait un très bon boulot, un réseau de médecins, je crois, sur l'environnement. Donc, voilà, je sais que vous avez mille choses à faire, le temps manque, mais sans doute pour vos organisations représentatives, je connais la FNAB, mais je crois qu'il y en a 2 ou 3 autres, l'agence bio, peut-être, voilà, il y a là aussi des alliances politiques, au très bon sens du terme, à mener. Le deuxième, mettons, remarque que j'avais envie de dire, c'est qu'il y a aussi une opposition sur l'occupation de l'espace. Une opposition qui maintenant est devenue cruciale. Enfin, la question de l'artificialisation des terres, la question de l'étalement urbain, voilà, on le sait. Et juste une anecdote, bizarrement, maintenant, on dit artificialisation des terres est passé quasiment dans le langage courant. Et pas seulement chez vous, mais vraiment, on parle, ça y est, c'est compris. Alors qu'il y a quelques années, moi, quand j'essayais de faire des articles, on me disait quoi, artificialisation? Bon, alors je mettais étalement urbain, c'est plus facile à comprendre. Maintenant, le concept compliqué et plus précis d'artificialisation des terres commence à passer dans le langage courant. Et donc ça, c'est une très bonne chose. Et ça, c'est une bataille centrale. C'est la maîtrise du foncier.
je ne vais pas vous l'apprendre, c'est évident, et qu'il y a un enjeu d'accès au foncier. Donc ça, c'est une bagarre qui est essentielle. Je voulais souligner aussi, bon alors, ça implique l'environnement, ça implique les paysages, ça implique l'équilibre écologique, ça implique aussi, et ça je crois que c'est un point très fort, et après tout un argument, parce que dans la bagarre que vous menez, qui doit être consensuelle quand il le faut avec le voisin qui est dans le village et qui lui, bon, et puis ou la commune ou les gens, et puis en revanche une bagarre et sur le plan des idées avec ceux qui sont tellement plus forts que nous et qui détiennent tous les leviers, c'est la question de l'emploi. Et c'est vraiment une question qu'il faut étudier. Moi je retiens un chiffre de ce que nous a dit Elisabeth Mercier, c'était ce matin. L'agriculture bio représente 3,6% du territoire, couvre 3,6% de la surface agricole utile, et pèse 7% de la main-d'œuvre agricole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que vous faites, pourquoi vous travaillez ardemment et durement tous les jours, etc., eh ben c'est bon pour la société, ça crée de l'emploi. Et il faut, ça c'est, enfin, bon, moi je le fais beaucoup dans mes articles à ma toute petite échelle, et puis ça commence à sortir. Vous avez sans doute entendu parler de l'appel qui avait été lancé par Alimentons la Terre au moment, il y a 2-3 ans. Voilà, toute cette gamberge, il faut non seulement la soutenir, mais le dire en ce moment où il y a un tel désarroi, désespoir, tellement de jeunes dans tous les milieux qui ne trouvent pas de boulot, tellement de gens, même à 30 ou 40 ans, qui se disent mais qu'est-ce que je pourrais faire, ça ne va pas, de dire que nous nous battons pas seulement pour la santé du consommateur, pour l'équilibre, pour les petits oiseaux, mais nous nous battons parce que nous créons de l'emploi. Et sortir de cette idée qui est durablement, mais c'est même pas engoncé dans la tête des gens, c'est enquisté, qui est que l'exode rural est quelque chose d'absolument inexorable. C'est une sorte de loi de la nature, c'est comme l'offre et la demande, si vous voulez. Voilà, tout se règle par l'offre et la demande, et l'exode rural, c'est voilà, c'est normal. J'ai encore lu l'autre jour quelqu'un qui, je sais plus, j'aurais voulu garder l'article parce que c'était, ah bah oui, bah, il n'y a plus que 400 000 exploitations agricoles, alors je connais plus dit. Bon, c'est pas très grave, c'est parce qu'on n'est pas assez compétitif. Quand on y aura 200 000, là on sera vraiment compétitif, on aura une belle agriculture. Donc c'est encore dans la tête de beaucoup de gens, et donc voilà, là je crois que c'est un argument fort sur ces chiffres, et ça, c'est là aussi un argument sur lequel on peut parler, parce que, excusez-moi, je crois que la question de la santé est importante, mais c'est pas seulement ça qu'il faut dire aux gens. Le problème de l'agriculture bio, c'est pas de fournir du quinoa au bobo qui peut se le payer parce que je sais pas quoi, et qui fait plaisir. C'est un, pour nourrir les gens en bonne santé pour éviter qu'ils soient malades, et deux, parce qu'en tant qu'activité économique, c'est une activité d'avenir, c'est une activité avec du savoir-faire, c'est une activité passionnante, et c'est une activité qui donne du boulot aux jeunes, et aux moins jeunes d'ailleurs, parce que voilà. Donc c'est un enjeu de bataille. Alors là j'ai marqué Notre-Dame-des-Landes, parce que c'est dans l'actualité de la semaine, et que pour moi c'est très symbolique de ça. Oui. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé cette semaine, mais ils ont viré la gendarmerie armée de pied en cap, parce que maintenant il faut faire la guerre. Hein, non, je vais pas, je vais essayer très serein, consensuel, objectif, donc, et qui a-t-on viré cette semaine à Notre-Dame-des-Landes? Enfin, des jeunes gens dont beaucoup, j'ai pu discuter au téléphone, alors voilà, je ne sais pas que c'est des anges ou qui que ce soit, bon, voilà, et il y en a beaucoup qui sont rentrés dans une logique agricole, ils sont rentrés dans cette logique de territoire dont on a parlé là, toute la journée, qui, voilà, et qui sont le symptôme, parce que moi je l'ai vu dans d'autres contextes, etc. Par exemple, il y a quelques années, il y avait le mouvement Reclaim the Fields, retour à la terre, c'est l'expression de beaucoup de choses. Dernièrement, j'ai fait un reportage en Charente chez des jeunes gens de 26 et 28 ans, et leurs familles d'ailleurs, qui n'étaient pas du tout anarchistes ou quoi que ce soit, mais qui se sont engagés à reprendre une terre, etc. Voilà. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là que je veux dire qu'il y a du conflit, il ne faut pas avoir peur de dire qu'il y a du conflit. Il y a des points de désaccord, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas dire non. Eh bien, l'enjeu aussi à Notre-Dame-des-Landes, c'est des emplois. Et là, je pense aussi, et c'est venu, donc je suis très heureux que cette controverse m'ait ouvert la voie, ça a facilité ce que je voulais vous dire, parce que j'avais pris en note avant, finalement, c'est qu'il faut être clair sur le positionnement des élus. Et après tout,
prenons ce mot dans sa pleine force, c'est les représentants du peuple. Et par exemple, celui qui était à cette place ce matin, homme absolument estimable, je dis en toute vérité, croyez-le, et sénateur. Il n'est pas seulement président du Conseil général, donc en charge de ce territoire, où il fait manifestement sur ce point-là un travail très utile. Il est sénateur, c'est-à-dire représentant du peuple français à Paris, dans la capitale. Et donc, à ce titre, il n'est pas chargé de défendre la Drôme, il est chargé de défendre les intérêts du peuple français tels que les citoyens, dans cette circonscription de la Drôme, l'ont choisi. Eh bien, et je lui ai posé la question ce matin, quand très gentiment il a bien voulu prendre un café avec moi, sur Notre-Dame-des-Landes. Alors, je ne vais pas lui donner sa réponse, parce que nous avons convenu que sa réponse était off the record, mais je pense que des citoyens de la Drôme, d'autres élus, peuvent discuter avec lui, et à d'autres personnes. Il y a heureusement dans ce parti, puisque là, en l'occurrence, c'est le Parti Socialiste, d'autres élus dans d'autres départements, dans d'autres territoires, et qui au demeurant ont des vraies politiques agricoles intéressantes, des politiques environnementales, des politiques écologiques, qui ont en tout cas un vrai intérêt là-dessus, disent, ok, nous on travaille chez nous, mais ça n'aurait pas de sens si un gouvernement qui porte les couleurs auxquelles nous appartenons mène une politique qui est aux antipodes de ce que nous essayons de faire sur le terrain et qui est l'avenir, parce que nous trouvons une qualité, un nouveau développement de l'emploi sur notre territoire. Et pourquoi vous faites ça à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs? Donc voilà, si d'autres personnes portent cette question naïve que je ne fais que vous dire aujourd'hui, eh bien je pense que ça sera utile. Et de ce point de vue-là, je me permets de le dire parce qu'on n'est pas ici dans un colloque drômois. Si j'ai bien compris ce que m'ont dit les organisateurs, ce qui a été dit très justement ce matin par M. Pierrecombe, c'est un colloque qui se renouvelle tous les 2 ans et qui a une vocation d'être national. Et c'est très bien. Il n'y a pas raison que le CRET national soit toujours à Paris. Donc, je souhaite que ça dure longtemps, mais dans ce cas-là, ce qui se passe ici, ce qui se décrit ici, ne concerne pas seulement la Drôme, mais doit trouver un intérêt ailleurs. Et donc, à l'occasion des paroles fortes portées par des personnes qui ont le pouvoir, un pouvoir de parole de le faire, je crois qu'une forme de courage exige que ce soit dit de manière plus forte par, et pas seulement d'ailleurs, des responsables élus du parti que j'ai nommé. Et d'ailleurs, la question nationale, juste un mot là-dessus, c'est venu aussi dans la discussion, puisqu'on a beaucoup discuté ce qui se fait au territoire, etc. C'est pour ça que je me permets de parler de politique, et là, cette politique de l'institution. Eh bien, c'est que oui, il y a un travail absolument essentiel de territoire, de commune, de conseil général. Et là, on est bien d'accord que la démarche qui nous a été présentée est très bien. Et là, par exemple, moi, je suis de Lozère, une bonne partie de mon temps par mon épouse. Je me dis, est-ce que vous pourriez aller en mission en Lozère avec vos amis du conseil général de Lozère? Parce que on a tout, on a des paysages magnifiques, on a encore une paysannerie qui tient le coup, et puis ça bloque sur le bio, alors que là, tout ce que j'ai appris ici, ça pourrait marcher en Lozère. Et je suis sûr dans plein d'autres endroits, en Ariège, dans le Gers, enfin d'autres endroits que je ne connais pas. Donc, il y a un travail local, territorial, et c'est essentiel, et bravo à ceux qui le font, et bravo à la Drôme, puisque je crois que c'est vraiment bien, mais il y a des enjeux nationaux. Il y a des enjeux nationaux. Alors j'ai pris l'exemple de Notre-Dame-des-Landes, évidemment on pourrait parler d'autres choses, hein. Quelqu'un a cité, c'est pas moi, Stéphane Le Foll et le ministre, voilà, il faudrait que ce qui se fait ici s'expérimente par des amis de son parti, etc., ça soit transposé, puisque de là beaucoup de choses sont transposables au niveau national, et là il y a un travail de condition à faire, et puis il y a la PAC, la politique agricole commune au niveau européen. Donc voilà, juste pour dire, et c'est toujours, quand j'entends territoire local, etc., oui, absolument, il faut le faire, c'est essentiel, et là, ce qui se fait semble montrer qu'il y a une vraie capacité à changer les choses, tant mieux, parce que chacun, en tant que citoyen, c'est à peu près là où on peut agir et un peu influencer le maire, le conseiller, voilà, mais sans jamais oublier qu'il y a les 2 autres niveaux, et qu'on soit citoyen, qu'on soit dans des positions de responsabilité différentes, il faut aussi jouer sur les autres niveaux, et quand on est d'une certaine forme de pensée, une certaine vision du monde, faire influencer aussi du bas vers le haut pour qu'un certain nombre d'aberrations très dangereuses ne soient pas faites. Donc finalement, je voudrais dire, c'est pas forcément la question entre consensus
et opposition. Mais peut-être qu'on pourrait voir les choses différemment et dire il y a un aspect de lutte, de conflit. J'ai très clairement dit, et il faut l'assumer, c'est un conflit qui s'exprime en termes de valeur, de représentation du monde, de dire, bah non, le modèle productiviste, pesticide, agro-industriel, on n'en veut plus, il est mauvais pour la société, il est mauvais, et donc on change autre chose. Et ça se traduit aussi parfois par des conflits directs. Je ne vais pas revenir, je ne connais pas assez le problème de la grande distribution pour ne prendre que celui-là, mais évidemment, on sent bien qu'il y a quelque chose, les marges arrière, enfin, vous savez mieux ça que moi, mais j'ai cité les OGM, donc là on a très clairement un enjeu de conflit. Mais qu'en même temps, et ça c'est quelque chose, je me permettrais de dire, pas seulement pour l'agriculture biologique, mais pour le mouvement écologique dans son ensemble, c'est les alternatives. Et donc, jouer beaucoup plus, et de ce point de vue-là, ce que vous faites, ce que fait le mouvement agriculture biologique, ou je ne sais pas si on peut appeler ça mouvement, mais enfin l'activité, le secteur, la filière, tout ce que vous voulez, vous développez beaucoup des alternatives. Et ça, c'est porteur d'espoir. Je crois que c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus dans le mouvement écologique, ou même, moi, je suis journaliste écologique une large partie de ma vie, je regrette beaucoup que les médias dans lesquels je travaille ne présentent pas assez et une section alternative, des sections qui se passent bien, etc. Parce que, par exemple, à sa petite échelle, l'âge de fer réussit à faire très bien. Et là, je crois que ça, cet esprit qu'on peut sortir de la question consensus, opposition, pour dire non, on est dans un clair conflit, parce qu'on est pour l'alternative, on est pour un monde nouveau, et on montre par la pratique quotidienne et d'autres pratiques que ces alternatives sont tout à fait possibles, réalistes, et je vous remercie.